Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, le numéro 56. Avec nous ce soir, un Parisien certes, mais avec une tête de rat. Drayas, bonsoir. Une tête de rat. C'est dans le sujet. Ok, d'accord. Bonjour tout le monde. Un homme en colère qui a dû regarder le match en bouillonnant. Olivier, bonsoir. Oui, je me demande encore comment j'ai fait pour regarder ce match. Et le retour de Lionel qui va découvrir ce soir Drayas et ses relances intempestives. Bonsoir Lionel. Bonsoir Bastien. C'est ça. Nous allons donc revenir en long et en large sur ce PSG-OM remporté 3-1 par les Parisiens avec des buts de Mbappé et Di Maria par 2 fois contre un but de Valère Zermain. Commençons tout de suite par l'avant-match, notamment les déclarations de Tourelle, donc, qui était en conférence avant le match et qui a déclaré ne pas comprendre si les supporters faisaient une action de mécontentement et qui a répété tel un mantra la thèse de l'accident. Je le cite: si nos supporters font une grève des encouragements, ce n'est pas juste. À cause d'une décision de la VAR, on ne mérite plus d'être supportés. Les plus déçus, ce sont nous. Puis après, il s'en est pris aux anciens du club qui, pour eux, n'ont pas gagné avec des champions. Et s'ils ont des leçons à dire, qu'ils viennent directement le dire au club pour les aider. Est-ce que vous trouvez ces déclarations choquantes ou non, Olivier ? Je la trouve bizarre, choquante. Je me mets un petit peu à sa place. Une fois de plus, il n'y a que lui qui communique. Bon, on a vu lors du dernier podcast qu'on pouvait penser de la communication de notre ami Enrique qui a noyé le poisson. Et là, il se retrouve en première ligne avec un résultat qui, dans le fond et la forme, est inacceptable. Et il doit continuer à avancer dans la saison. Il doit protéger ses joueurs. Alors tout ça, je pense que c'est bien qu'il le fasse, mais il fallait absolument qu'il le fasse autrement. Parce que rendre responsable l'environnement, d'oser émettre la moindre critique, c'est grotesque. Je crois que on a l'impression d'avoir l'assassin qui dit à son juge: vous n'allez quand même pas me condamner parce que le plus triste c'est moi. Enfin, là, on touche vraiment le fond par rapport à ça. Donc il y a eu ces déclarations d'avant-match. Alors bon, on pouvait encore se dire que c'était la préparation du match, etc. Mais il a recommencé après-match en disant: ce n'est pas à nous de dire pardon, nous sommes les plus déçus, c'est un accident. Bon, je crois qu'il faut arrêter. Qu'est-ce qui doit dire pardon? C'est les joueurs qui doivent dire pardon? C'est l'arbitre qui doit dire pardon? C'est Manchester United qui doit dire pardon parce que on n'a pas gagné ce match-là? Alors là, sur le fond, la thèse de l'accident, elle n'est pas entièrement fausse. Quand on voit la disproportion des forces qu'il y avait, quand on voit les faits de jeu négatifs qui se sont enchaînés, mais il ne peut pas cacher qu'il y avait d'autres causes à cette défaite et qu'on ne peut pas se réfugier derrière cet argument qui a surtout malheureusement le risque d'empêcher toute remise en cause à nouveau et tout redémarrage du projet. Alors effectivement, le penalty est discutable, sans être totalement scandaleux, mais je crois que ce qui est surtout discutable, c'est de se retrouver à la merci d'un penalty, parce qu'on est mené sur son terrain 2-1, que le deuxième but, il était quand même un peu tôt dans le match pour permettre de remonter la situation, alors qu'on était largement supérieur à Manchester United, et le fait de s'être retrouvé dans cette situation-là, elle n'est pas purement accidentelle. Très bien, Drayas, ton avis? Juste pour rebondir sur ce que dit Olivier, pour moi, c'est clairement pas un accident. Comme tu le dis, on s'est retrouvé à la merci d'un troisième but et le tout en faisant une deuxième mi-temps où on a eu un jeu qui était complètement indigent. On aurait fait tout le match comme la première mi-temps, on aurait pu défendre la thèse de l'accident, mais avec la deuxième mi-temps qu'on a fait, on devrait plutôt faire profil bas au niveau des déclarations. Ceci dit, moi, je ne suis pas choqué par cette déclaration parce que pour moi, il est dans la continuité de ce qu'il fait depuis depuis le match de Manchester. Comme le dit Olivier, il y a aussi une vocation à protéger les joueurs. Il y a une fin de saison à jouer. Il ne faut pas que ça parte complètement à volo. Et il n'y a qu'un seul espoir à avoir par rapport à ça. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus tout à l'heure. C'est que le discours soit différent en interne, que ce soit un discours destiné au public. Mais par contre, c'est déplorable de s'en prendre aux anciens, tout à coup de déclarer, comme l'a mis en avant Olivier, une espèce d'omerta où les gens n'auraient pas le droit de parler sur le club. Tu parles de déclaration en public, mais est-ce que c'est ce que les gens ont envie d'entendre, à ton avis? Je ne sais pas si c'est ce que les gens ont envie d'entendre. Le truc, c'est qu'on peut pas parler pour tous les supporters. On n'est pas représentatif de la manière avec laquelle les supporters le défendent. Il y a pas mal de supporters qui semblent accrochés à cette théorie-là, qui semblent en phase avec
avec lui. Donc, dans les faits, ça marche pas forcément si mal que ça. Alors après, en tant que supporter et en tant qu'amoureux de ce club et du football, voir une prestation de notre équipe comme celle qu'on a vue contre Manchester nous emplit de colère et ça nous choque d'entendre ces déclarations-là. Mais par rapport au contexte, ça semble pas forcément si mal marcher, quoi. Ok, Lionel, toi, ton avis sur la question? En fait, moi, je pense que le souci, c'est que dans ce club, mis à part Tuchel, il n'y a personne qui communique. Aujourd'hui, il est isolé dans ce marasme. C'est lui qui est obligé d'être mis en avant. Je prends l'exemple de Lyon, par exemple, où tout de suite après le match du Barça, on a vu Jean-Michel Aulas intervenir. On le voit quand même omniprésent et qui prend toute la pression pour lui. Aujourd'hui, il n'y a que Tuchel et ces joueurs qui sont mis en avant. On le voit avec une communication qui n'est pas maîtrisée, que ce soit de lui ou même de Kimpembe la dernière fois. Donc, est-ce que c'est choquant? Je pense qu'il n'a peut-être pas choisi les bons termes. Et je ne serais pas allé dans cet affrontement si j'étais à sa place. Mais aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a personne derrière, on a l'impression qu'il n'y a personne qui dirige réellement dans ce club. Il fait, on va dire, comme lui il le sent. Et voilà. Après, comme Dreas a dit, il y a des gens qui sont d'accord avec lui, il y en a qui ne sont pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Les anciens, de toute façon, partout, ça se passe comme ça. Les anciens, quand ça se passe mal, c'est les premiers à critiquer et autres. Et des fois, il faut juste accepter et puis se taire, se mettre au travail. Pas forcément rentrer dans un affrontement ou dans une sorte de guerre entre tout le monde, quoi. Très bien. Bon, on va passer maintenant au match d'hier. Donc, remporté 3-1 par le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans ce match, Darius? J'ai apprécié la victoire contre les Marseillais. J'ai apprécié des individualités qui ont été à la hauteur. Et sinon, un peu hors sujet, j'ai apprécié Khalid Akar, que je trouve que c'est un défenseur qui se place bien, qui a une très bonne relance, qui a une bonne lecture des mouvements adverses, qui est capable de défendre dans son dos. Il s'est fait parfois trouer, mais ça s'explique aussi par un milieu marseillais qui était relativement cohérent, mais très très naïf. Et je trouve que d'une manière générale, ils ont fait une bonne pioche avec ce joueur, les Marseillais. J'étais assez surpris et j'ai trouvé ce joueur très bon. Quel enthousiasme dans cette analyse. 30 secondes dans 25 sur un joueur marseillais. On sent que tu as beaucoup aimé hier le match. Lionel, ton avis, toi, qu'est-ce que tu as aimé dans ce match? Comme a dit Dreas, la victoire de Paris Saint-Germain contre l'OM, c'est toujours bon à prendre. Et après, on va dire certaines individualités. J'ai apprécié le fait que le public a quand même été derrière son équipe, même s'il y a certaines choses que je n'ai pas appréciées. On reviendra dessus après. Après, je pense que c'est surtout ça. Il y a pas eu, ce match-là n'a pas été exceptionnel. On a vu deux équipes qui n'étaient pas non plus exceptionnelles, donc il n'y a pas beaucoup de choses à mettre en avant pendant ce match. Olivier, ton avis, toi? J'ai apprécié qu'on ait gagné, voilà, parce que Ça coûte cher, Olivier, de dire j'ai apprécié. je ne sais pas ce qui se serait passé s'il y avait eu ne serait-ce qu'un match nul dans la situation où on était, surtout avant une trêve internationale de 15 jours. Là, je pense que les choses auraient pu déraper. Sinon, je vois pas très bien ce qu'on peut apprécier dans ce match où la qualité globale, notamment collective, a été, en tout cas du côté parisien, très très déplorable. On s'en sort une fois de plus avec des individualités qui permettent de survoler la Ligue 1 comme on le fait depuis le début du championnat. Bon, qu'est-ce que je retiendrai, c'est que les Marseillais ont eu très peu d'occasions. Ça veut dire qu'on a fait quand même une prestation défensive qui n'était pas nulle, mais je crois aussi que ce manque d'occasion marseillaise est lié au match totalement transparent de leurs deux stars. On nous présentait les deux stars qui pouvaient faire basculer la rencontre, Balotelli et Thauvin, et ils ont fait l'un et l'autre une prestation totalement transparente, à la fois par leur niveau, mais aussi par le fait qu'on a bien su les éteindre. Ton petit Super Mario que tu aimes tant, Olivier. Et oui, et pourtant, oui. On va passer maintenant aux éléments qui vous ont déplu dans ce match. Vous avez peut-être plus de choses à dire, Lionel. Qu'est-ce que tu as pensé, toi? Déjà, la composition d'équipe. Commencer avec deux joueurs offensifs et puis le reste pratiquement des défenseurs et deux milieux de terrain qui sont assez bas. J'ai pas compris, mais bon.
On n'a peut-être pas un super effectif, mais je pense qu'il y avait quand même moyen de mieux faire quand on voit quand même ceux qui étaient sur le banc. Surtout qu'on en voit la prestation de Daniel Alves. C'est peut-être pas bien à dire, mais quand il s'est blessé, je me suis presque dit merci. Alors bon, c'est pas une bonne nouvelle pour lui, mais son match était vraiment catastrophique. Pour revenir aux supporters, alors, j'ai apprécié la façon dont ils ont fait les choses, mais il y a quelque chose qui me dérange souvent même quand on joue pas contre l'OM, c'est ce côté à pas insulter l'OM, même quand on joue pas contre eux, j'aurais préféré qu'on soit un peu plus dans les encouragements vers du Paris Saint-Germain que de passer notre temps à chanter des insultes ou autres. Bon, ça, c'est mon avis. Après, au niveau des changements de Tuchel, on a fait entrer 3 défenseurs, je crois, il me semble, ensuite. Donc, je trouvais son coaching assez particulier. Bon, après, on a gagné, donc ça donne raison. Et puis, donc voilà, à peu près tout ce que j'ai pas apprécié. Enfin, c'est un match qui est particulier parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant, je trouve, à en tirer dans le match en lui-même. C'est vrai. Olivier, est-ce que tu partages cet avis? Oui, moi je partage cet avis, effectivement. La prestation collective a été très mauvaise, en particulier en première mi-temps, où les Marseillais avaient mis un plan de jeu que j'ai trouvé assez performant en nous forçant à jouer sur les côtés, en bloquant bien l'axe du terrain, avec un bon pressing. Ils ont joué un peu culotté, assez haut, et on n'a pas été capable de répondre. Mais bon, quand on regarde à partir d'un effectif qui est déjà mité, notamment au milieu de terrain, et qui est plombé en plus par un nombre d'absences records, quand tu vois la composition d'équipe, mais pouvait-il faire autrement? C'est assez tragique, surtout au milieu de terrain, quand tu vois qu'il aligne Meunier, Alves, Verratti, Paredes, Kurzawa. Il n'y a rien qui soit complémentaire avec son voisin dans ce milieu-là. Et donc, on pouvait très bien se douter de la qualité de ce qui allait suivre. Alors, on finit par s'en sortir par le talent de nos 2 offensifs. En jouant en contre, on est au Parc des Princes et on joue en contre l'Olympique de Marseille. Et puis, il ne faut pas oublier que le match a été bloqué en première mi-temps et qu'en deuxième mi-temps, malgré notre ouverture du score, ils reviennent tout de suite à la marque et finalement, on sort un peu la tête au moment où il y a la double peine de l'expulsion de Mandanda et du magnifique coup franc de Di Maria. Jusque-là, on ne pouvait pas dire qu'on était très dominateur ou en tout cas qu'on se procurait beaucoup d'occasions. Donc, je crois que malheureusement, la faiblesse de cet effectif ressort à ce niveau-là, le manque de solutions également, et il faut toute la faiblesse de l'opposition pour qu'on arrive à s'en sortir. C'est sûr qu'en termes d'occasion, le seul arrêt de Mandanda, c'est celui du rouge. Drayas, toi, ton avis? J'avais dit que j'avais aimé la victoire contre les Marseillais et des individualités à la hauteur. Ce que je n'ai pas aimé, c'est tout le reste. Et au-delà du fait de ne pas avoir aimé tout le reste, la compo de départ, par contre, je te trouve un petit peu dur, Lionel, comme l'a rappelé Olivier, les choix, il y avait pas masse choix. Et en même temps, il y a un moment où il fallait qu'on essaye Paredes pour voir ce que ce joueur vaut. La fameuse doublette qu'on espérait voir performante Paredes-Verratti. Bon, pour le coup, on a été servi, mais il fallait la tester. Et Alves, vu ses performances du moment, autant essayer la carte offensive. Il est en général capable de délivrer 2-3 passes intéressantes dans un match. Bon, là, il n'en a fait aucune. Mais ce que je retiens, c'est que c'est exactement le scénario que je redoutais. J'aurais aimé une victoire avec la manière. Je ne souhaitais absolument pas, mais j'aurais vu un intérêt à une défaite, comme le rappelait Olivier tout à l'heure, avec la trêve qui vient, et suite à la défaite face à Manchester, ça aurait pu mettre le boxon. Mais ce que je voulais surtout pas, c'était jouer super mal et gagner parce qu'on a des individualités et compter sur le fait que l'équipe en face avait dû faire plus d'efforts et commencer à être un peu fatigué à partir de la 60e. Quoi. Pour rebondir à ce que disait Olivier, que tu dis on a joué en contre, mais non seulement on a joué en contre, on peut jouer en contre avec des remontées de balles rapides au sol, mais là c'était carrément en sautant les lignes, puisque nos lignes étaient espacées de 30 à 40 mètres. Pour vous, justement, cet espacement, c'est dû au profil des joueurs ou c'est un problème plus profond? Est-ce que quelqu'un veut réagir? Pour moi c'est un mix entre les deux. C'est à la fois des joueurs qui sont installés dans des zones de confort et qui ont un mal de chien à en sortir,
et un manque d'imagination, un manque de solutions, alors qui s'explique en partie par la faiblesse de l'effectif. Enfin, on a un effectif qui est très fort en individualité, mais qui est très très faible en nombre. Et en cohérence. Voilà, enfin, et c'est un mix de tout ça. Alors après, effectivement, il y a des associations, Verratti, Paredes, ben, ça marche pas du tout. On a un Verratti qui essaie de jouer haut, mais il n'y arrive pas, qui redescend bas, il se marche sur les pieds. On a un Paredes qui est pas du tout au niveau. C'est un mix entre les deux. Mais l'un dans l'autre, il en ressort pas grand-chose. Il ressort une organisation avec des trous partout. Il en sort un milieu dès qu'un milieu qui arrive en face et qui joue en bloc, ben, notre milieu est strictement incapable de ressortir la balle, si ce n'est, comme tu l'as rappelé, en sautant les lignes. C'est à la fois les individualités, le fait qu'ils soient installés dans des zones de confort, là je pense à Marco Verratti particulièrement, et il y a quelque chose dans cette équipe qui est cassé. Il y avait certains espoirs, on va revenir dessus tout à l'heure, mais certains espoirs sur certains matchs dans la saison, mais c'est parti à volo maintenant. Quelqu'un veut réagir là-dessus ou on passe Oui, moi je pense, qu'est-ce que tu veux faire avec ce milieu-là? Bon, Verratti, Paredes, c'est des joueurs qui sont pas du tout complémentaires. C'est des joueurs qui sont surtout à l'aise devant la défense. Et là, Verratti est une fois de plus obligé d'être au four et au moulin parce que Paredes, il se planque entre les défenseurs centraux. Il a joué, je crois, 15% de ses ballons vers l'avant. Tout ce qu'il fait, c'est vraiment les passes faciles vers l'arrière. Il est d'une lenteur absolument catastrophique. Bon, c'est très difficile d'animer quoi que ce soit. Alors, comme ce sont des joueurs qui ont quand même de l'expérience, ils ont vite compris qu'il fallait sauter le milieu, hein, qui n'apportait strictement rien, et qu'il fallait compter sur des bonnes récupérations, des ouvertures de notre ligne arrière, et puis le talent extraordinaire de Di Maria et Mbappé, qui en plus étaient au summum de leur art, surtout Di Maria sur ce match-là. Donc voilà, ces joueurs ont pallié les défaillances actuelles qui sont au milieu de terrain. Alves, Verratti, Paredes, pour des raisons diverses, ça peut pas fonctionner. Et puis les Marseillais ont bien bloqué également ce secteur du jeu. Donc voilà, l'explication à la fois de l'écart entre les lignes et puis du saut du milieu de terrain qui actuellement ne performe absolument pas. Faut pas que vendre aussi, faut pas que vendre l'exploit de l'organisation marseillaise. C'est juste qu'il y a une équipe qui joue en bloc et ensuite en face il y avait une équipe qui jouait, on peut dire en ligne et surtout en individualité. Donc inévitablement quand tu as un bloc qui s'oppose à des mecs qui sont espacés de 30-40 mètres, et ben les mecs qui sont exposés de 30-40 mètres sont en permanence en sous-nombre et peuvent pas faire grand chose quoi. C'était un bloc mais un bloc haut. C'était oui, aussi la caractéristique. C'est que nous, on n'a pas été capable de produire un bloc pour contrer ce bloc. Et effectivement, on essayait des... bon. On a vu surtout contre nous jusque-là des blocs bas. Pour une fois, les Marseillais ont réussi à installer un bloc haut et on a été incapable, en particulier au milieu de terrain, à répondre à cette pression-là haut située. Un mot à rajouter? Après, juste pour répondre à Andreas par rapport à la composition, on l'a vu que Alves dans l'axe, il a du mal. En plus de ça, à partir du moment où tu mets deux joueurs comme Verratti et Paredes qui sont des joueurs qui jouent très bas, je pense qu'il fallait quand même rajouter un troisième joueur capable de... Tu mettais qui? Diaby, tu vois, Diaby qui n'est pas en forme en ce moment, c'est le seul. Hein. Oui, du coup, tu n'avais plus personne sur le banc au cas où, quoi. Ouais, mais même Nkunku, par exemple. Parce que pour moi, en fait, là, on se retrouvait avec... heureusement, on a eu Di Maria qui était exceptionnel, qui faisait le travail de trois joueurs. Il venait récupérer le ballon près des défenseurs, il remontait au milieu de terrain et était positionné en attaque. Mais si on n'avait pas Di Maria hier, en plus avec Mbappé qui décrochait, qui dézonait et autres, souvent on n'avait personne. Donc après, bon. Non, sur le papier, je suis d'accord. Après, c'est sûr, je n'avais pas pensé à Nkunku, mais c'est vrai que les possibilités de remplacement, elles n'étaient pas légion quand même. Nkunku, quand il voit qu'il fait rentrer Dagba qui a un autre à Doha, peut-être qu'il avait une idée. Je ne sais pas. Nkunku, on a vu qu'il avait un peu de mal en relayeur. Hein. C'est un joueur qui est plutôt mieux un peu plus haut, donc il n'a vraiment pas de quoi avoir beaucoup de variété. Et puis, Alves, si il est pas bon sur le plan défensif maintenant, il a quand même fait quelques matchs où il apportait quelque chose offensivement. Pas de peau cette fois-ci, il a été nul à la fois défensivement et offensivement. Mais bon, je me mets à la place de Tourelle. Avec les reliquats de ce qu'il a sur le banc, c'est très difficile de faire une composition efficace. Après, en relayeur, c'est surtout quand il joue en double pivot. Là, il aurait déjà eu Verratti par Paredes, donc il aurait été un peu plus haut. Mais bon, après, ouais. Ouais, sauf que quand tu prends le plan de départ, tu as clairement Verratti qui est en milieu haut, gauche,
avec Alves qui est en milieu haut droit et Paredes qui est le seul 6. Alors, au fur et à mesure du match, Verratti il est resté dans cette position-là pendant 20 minutes parce qu'il n'arrivait pas vraiment à peser sur le match. Et il est redescendu progressivement, mais dans le plan du match, l'idée du match au départ, c'était clairement de jouer en milieu à 3 avec une pointe basse qui était Paredes. Sauf que oui, c'est ce qu'on avait vu à Dijon et qui avait donné une bonne animation offensive. Mais Paredes, actuellement, ne fait pas le boulot d'une sentinelle. Donc Verratti est obligé d'aller compenser le boulot que l'autre ne fait pas. Hein. Verratti ne fait pas le boulot non plus dans les 30 mètres. Verratti n'est pas assez fort pour. Verratti est très utile quand on est dans les 30 mètres adverses, mais il est très utile dans les 30 mètres adverses, quoi qu'il ne frappe pas assez. Il est utile quand il est bas sur le terrain, mais dans la zone entre les deux, il a énormément de mal, Verratti. Il a énormément de mal à peser sur le jeu. Devant la défense, c'est lui qui est capable quand même de sortir des ballons sous pression. C'est lui qui est capable de transmettre. Moi, je trouve qu'il est meilleur dans notre milieu de terrain. Alors après, moi, il ne faut pas qu'il soit seul, parce que s'il est seul... là, il est seul. Là, c'est sûr que le problème, c'est qu'il est seul. S'il est seul au milieu, tu te retrouves dans une situation où il ne transmet pas forcément assez vite la balle, il n'a pas forcément assez d'ouverture dans son jeu. Enfin, il y a des gens qui le comparent avec Pirlo ou avec même Mota. Quand on regarde, quand tu avais Mota Verratti, alors oui, il était jeune à l'époque, celui qui assurait le plus les sorties de balles, c'était pas Marco Verratti. Marco Verratti, il assurait les transmissions courtes, il assurait la conservation du ballon, mais les sorties de balles, c'était essentiellement Mota, voire un autre joueur. Maintenant, on sera tous d'accord pour dire que Verratti est meilleur face au jeu et que sa qualité première, là où elle est plus dangereuse, c'est quand il va casser ses premières lignes de pression balle au pied pour ensuite balancer des passes laser. Alors que quand il se retrouve dans les 30 mètres, limite, les adversaires, ils s'en occupent plus parce qu'ils savent qu'il va pas frapper. Ils bougent juste les angles de passe. Il est quand même capable de trouver des bonnes passes. Moi, je trouve parce qu'il bouge les angles de passe dans les 30 mètres. C'est beaucoup plus facile de bouger les angles de passe quand un joueur est haut que quand il est bas. Oui. Tu as moins de couverture à diriger. Et c'est ce qu'on a vu notamment contre United de retour. Les joueurs d'United, limite, quand Verratti est dans les 30 mètres, quand Draxler est sorti, que Verratti 10, il le laisse, il bouge les angles de passe. Et là, Verratti, il ne servait plus à rien. Mais heureusement pour eux, Mota et Pirlo n'ont pas joué au milieu de terrain avec Alves et Paredes. Ça peut expliquer quand même beaucoup de choses. On verra par la suite où sera fixé Verratti. Avant de passer aux performances individuelles, un petit mot sur l'action des Ultras. Donc, on boycottait les tribunes pendant une petite quinzaine de minutes et délivrait aussi quelques petites banderoles avant d'encourager le PSG. Est-ce que pour vous, c'était une action nécessaire, une action qui ne servait à rien, et est-ce que c'était suffisant, si vous estimez que c'était nécessaire, ou alors insuffisant? Votre avis là-dessus, Draias? Pour répondre directement, pour moi, ça n'a pas duré assez longtemps. J'ai lu que c'était effectivement, il y avait 30 minutes qui a été prévu et ça a été ramené à 15 suite à une négociation avec le club. On peut interpréter ça comme on veut. Voilà, dans l'ensemble, ça a permis de marquer le coup. Il n'y a pas eu de débordement. Comme tu le dis, les banderoles ont été bien, elles n'étaient pas incendiaires, elles étaient raisonnables. Et voilà, non, moi j'ai trouvé ça très bien et j'ai juste trouvé ça un peu trop léger. Ça aurait duré 30 minutes, ça aurait été bien mieux, mais très bien. Olivier, est-ce qu'il fallait leur jeter des tomates en plus? Hier, je me suis pris à rêver qu'on était Galatasaray ou Panathinaikos et je ne pense pas qu'un boycott des supporters se serait passé aussi soft que celui d'hier. Une fois de plus, c'est le contraste entre les roulements de mécanique tout de suite après le match, ils allaient insulter, ils allaient foutre le feu, ils allaient je ne sais quoi. Et là, on a vu une bande de supporters bien élevés qui a rongé son frein pendant 15 minutes, puis qui ensuite a voulu faire un mouvement en ne donnant pas d'encouragement, simplement comme l'a déploré Lionel, en sortant toute la panoplie des chants anti-marseillais. Et puis après, ils ont encouragé. Bon, je crois que ou on fait un boycott ou on le fait pas. S'il voulait vraiment marquer le coup, il fallait pas qu'il vienne à ce match, qu'il laisse cette tribune vide. Là, il y aurait eu de l'effet. Mais là, répondre à la sollicitation du club qui aurait demandé d'être gentil, de pas trop en faire, d'enlever les banderoles. Bon, c'est les bisounours, là, c'est les supporters bisounours. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'un collectif qui est autant lié à la direction? Je crois rien d'autre que ça. Et comme l'un de nous l'a fait remarquer, finalement, Tourelle, pourquoi il se gênerait de fustiger les supporters et de plaider l'accident quand en face de lui, il y a des gens qui répondent à sa demande, hein. C'est sûr, on a l'impression que le CUP est plus un moyen de propagande du club qu'un vrai contre-pouvoir comme ça pouvait l'être à l'époque. Lionel, toi, ton avis sur cette action du CUP? J'ai préféré ça que ce qui s'est passé le jour de l'entraînement au parc. Je peux comprendre qu'on soit déçu, qu'on se sente trahi. Après, je pense qu'il est quand même pas oublié que ça reste quand même du foot. C'est un sport, c'est un entertainment. Et rentrer dans des actes,
Parce que j'ai pu voir, par exemple, des insultes, par exemple, même des joueurs qui, bon, par exemple, des insultes sur Kurzawa ou autre, qui, bon, il n'avait rien à voir avec ça. Enfin, il fait partie du collectif, de l'équipe. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de réagir. Je pense que un vrai boycott, comme a dit Olivier, par exemple, ne pas venir pendant 2 matchs au parc et ne pas mettre d'ambiance, peut-être que c'est un côté un peu plus symbolique que rentrer dans des insultes ou autres. Ils ont fauté, je pense que, comme a dit Tourelle, je suis un petit peu d'accord à ce niveau. Je pense qu'eux aussi, ils sont extrêmement déçus parce que c'est quand même eux qui sont sur le terrain. Malgré nous, on se sent trahis. Dans les archives, c'est leurs noms qui vont apparaître sur ces remontadas et autres. Donc, je pense que oui, un boycott c'est bien. Après, rentrer dans les insultes, dans la violence verbale et l'humiliation, comme on a pu le voir, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire. Mais après, ce sont des réactions de fanatiques et voilà, c'est comme ça. Je peux me permettre de réagir, Pastos. Tu dis que c'est que du foot. Oui, c'est que du foot. Après, quand tu passes ton temps à écrire des lignes de statistiques et à inventer des nouvelles règles au niveau des statistiques dans l'histoire du football, il y a quand même un moment où ça marque et après on a l'appréciation du club et c'est quand même une sacrée humiliation. Encore une fois, pour rappeler le contexte, on s'est fait sortir en 8e de finale par un mec qui allait à l'école le lendemain. Bon, j'exagère un petit peu en disant ça, mais à peine. Il y avait un mec qui avait 17 ans sur le terrain, c'était son premier match. T'en avais un autre chevelu qui devait en avoir 18. Et on s'est fait sortir par ce club alors qu'on avait les moyens de. Enfin, je veux dire, c'est quand même une sacrée humiliation. Et quand tu portes le club à cœur et que tu estimes que c'est pas forcément anormal qu'il y ait une réaction. Et les insultes sont pas forcément volées, c'est pas grave. Et après, ce que tu disais, c'est les joueurs le vivent plus mal que nous, c'est leurs noms qui vont être associés. Je suis pas tout à fait d'accord parce que les joueurs, à partir du moment où ils partent, ils iront dans un autre club, ils ont un certain truc. Et le nom qui est associé à cette humiliation, c'est pas tellement le nom des joueurs, c'est le nom du PSG. C'est le PSG qui est associé à cette humiliation-là. Et donc, si à la limite, accord avec son sponsoring, mais eux aussi, ils ont fait les bisounours, ils pourraient dire, ah, on n'est pas content. Mais les supporters sont tout à fait légitimes à ne pas être contents. Et traiter de fanatiques juste parce que des mecs insultent, on n'est pas dans des cas où il y a des dégradations de matériel, on n'est pas dans des cas où il y a des bastons, encore moins où il y a des morts. Je trouve ça un peu dur. Ben, c'est plus, je crois aussi, ce qui est déplaisant, c'est l'évolution pendant ces 10 jours, quoi. On a une colère, effectivement, dont les conséquences sont parfois un peu disproportionnées, comme ce qui s'est passé lors du fameux entraînement. Et puis, petit à petit, les choses se tassent. Le PSG, c'est un club qui est propre sur lui. Il n'y a pas une vraie passion supporter. Il n'y a pas, on sent pas, quoi, vraiment quelque chose, un attachement viscéral. Les déclarations de Tourelle, finalement, elles passent crème, hein. Personne ne se révolte vraiment. Et puis, petit à petit, le supporter commence à dire, il a pas tort. Oui, peut-être effectivement, c'est un accident. Et puis, c'est Marseille. Et finalement, tout se passe comme si quelque chose d'inacceptable contre la Ligue des Champions va être racheté par quelque chose qui est acceptable contre Marseille. Voilà, c'est le sentiment que je ressors de la journée d'hier. Je reste un petit peu interrogatif sur la célébration de son but par Mbappé, comme si effectivement, voilà, il disait aux supporters, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez. Vous voyez, je suis là, je suis capable de marquer. Il reprend un peu le propos de Tourelle en disant, c'est nous les plus embêtés. Vous êtes les supporters. Écoutez, vous n'allez pas en plus nous engueuler alors qu'on est au fond du seau. Enfin, toute une espèce d'ambiance qui explique finalement que rien n'est véritablement grave au PSG, que rien finalement ne suscite de réaction, de remise en cause. Non, moi j'ai trouvé cette soirée très pénible à cause de ça. Moi, je suis d'accord avec Lionel, il fallait pas insulter, mais boycotter carrément. Voilà, les laisser tout seuls, avec les costards cravates qui auraient siffloté pendant le match. Voilà, tu vas pas les encourager après un match comme ça, bon Dieu. Après, Mbappé, c'est un peu le bouc émissaire ces derniers mois des supporters. Je voulais aussi dire que cette célébration-là, j'ai fait un petit peu de recherche, je ne comprenais pas aussi. En fait, c'est un truc qui a été fait par Michael Jordan en premier, qui a été repris, et c'est une célébration. Je ne sais pas exactement ce qu'elle veut dire, je n'ai pas encore réussi à trouver. Mais je pense qu'on en fait trop sur cette célébration, et d'une manière générale, Mbappé, c'est vrai
Il prend cher en ce moment. En fait, quand je dis que... enfin, je pense que les joueurs méritent... Enfin, les supporters ont le droit d'être mécontents et de manifester. Mais après, quand tu es supporter, moi, je suis pas pour tout ce qui est violence, que ce soit verbal ou physique. Ça reste des hommes, comme nous tous. Quand tu fais des erreurs, quand tu fais des fautes, et c'est une faute grave ce qu'ils ont fait. Je pense que personne ne mérite d'être insulté, d'être invectivé ou autre. C'est-à-dire que tu peux faire vraiment quelque chose de fort, c'est-à-dire ne pas venir au stade pour supporter ou autre. Je pense que personne, quelle que soit l'erreur qu'il a faite, peut mériter un flot d'insultes comme on a pu entendre. Après, si c'est la façon où les gens manifestent leur colère, bon, c'est comme ça, mais moi, c'est pas quelque chose que je trouve normal, et quelle que soit la situation. Donc après, si vous trouvez, si on trouve ça normal ou autre, peut-être, mais après... Normal, non, normal. Je défendais pas une normalité. Mais le truc, c'est le match contre Manchester n'était pas non plus normal. Ah non, mais ça, je suis et je ne dis pas qu'ils ont raison. À titre personnel, j'ai insulté personne. Mais simplement, c'est pas du fanatisme non plus. Voilà, c'est tout ce que je disais. Ah, des petites banderoles en mode troll. Oui, ce ne sont pas des insultes plus en mode ironique, second degré. Mais voilà, on va passer maintenant aux performances individuelles. Je vous propose, vu qu'on n'a qu'un match à analyser, de noter les joueurs. On va y aller ligne par ligne. Donc, vous allez me donner une note sur 10 pour chaque joueur. Et vous pouvez vous arrêter sur les joueurs que vous voulez pour me dire, lui, c'est mon top, lui, c'est mon flop. Vous pouvez en donner autant que vous voulez, 0 ou 10 si vous voulez. Donc on va commencer par la défense. Donc j'ai mis le gardien, il est piston dans le domaine de la défense. On aurait pu les mettre ailleurs, mais j'ai décidé de les mettre là. Donc Areola, Kurzawa, Marquinhos, Kimpembe, Silva, Meunier et Kerrer. Olivier, tes notes? Alors moi j'ai trouvé qu'il y a une bonne performance globale, en tout cas des trois défenseurs centraux et du gardien, mais qui est un peu terni par le but de Germain, 45 secondes après le début de la deuxième mi-temps, où tout le monde est un peu coupable en fait sur ce but. C'est pour ça que je n'ai mis que 5 à Areola, qui a été peu sollicité dans l'ensemble, qui a bien fait les rares sollicitations qu'il a eues, mais qui aurait pu faire mieux sur le but de Germain, probablement, sans que sa responsabilité soit véritablement engagée. Marquinhos, j'ai trouvé que c'était le meilleur des trois centraux, notamment parce qu'il a bien muselé Balotelli, à qui il a livré un duel très physique, et j'ai trouvé qu'il était très bon dans ce contexte où il a usé de quelques petites ficelles de défenseur central bienvenues, au point que Balotelli, qui n'est pas à attendre, s'en est plaint. Non, j'ai trouvé bon. Lui non plus, il n'est pas irréprochable sur le but marseillais parce qu'il couvre pas très bien. Et puis dans ce match, alors que j'avais trouvé qu'il avait fait des progrès, j'ai trouvé peu actif dans la relance. Bon, donc je lui ai mis 6,5 à Marquinhos. À Thiago Silva, je n'ai mis que 6 parce que effectivement, il aurait sûrement dû être plus près de Germain pour intervenir en dernier ressort. Mais en dehors de ça, il a comme d'habitude bien contrôlé la couverture. Il a été aussi très bon dans le jeu de tête. Il a bien participé au muselage des attaquants marseillais. Et il a fait des relances longues que j'ai trouvées précises, qui ont souvent cassé les lignes. Et puis, manifestement, lui, il était touché par ce qui s'est passé à Manchester, parce que une fois dans sa carrière, il a fait un tacle trop engagé, qui lui ressemble absolument pas, avec un carton jaune. Alors, je pense que ça a dû réjouir le fan club de Sergio Ramos, mais moi, je préfère nettement Silva sans ses expédients. Alors, Kimpembe, j'ai mis 5,5 à Kimpembe. Il a été moins en vue parce que il n'avait pas de duel à gérer. Le duel, il se passait entre Balotelli et Marquinhos. Et on sait que quand il n'a pas de duel, il est moins bon. Il n'a pas fait d'erreurs criantes. Il n'a pas pris beaucoup d'initiatives à la relance. Ça a été un petit peu mieux en deuxième mi-temps. Pour Meunier, je ne l'ai pas noté. On n'a pas eu le temps de voir ce qu'il allait faire avant sa blessure. C'est Kerrer qui le remplace. Alors Kerrer, c'est un de mes flops. Je lui ai mis 4,5. Il remplace Meunier à la 37e minute et c'est quand même lui qui gère le plus mal le duel contre Ocampos, qui va amener le but en reculant beaucoup trop puis en intervenant pas bien. Il n'est pas très rassurant globalement défensivement. Par contre, il a fait, je trouve, une prestation offensive un peu meilleure que d'habitude, notamment
Il est à l'origine du merveilleux premier but par une très belle passe du pied gauche. Et Kurzawa, il a fait un match correct, sans plus. Il n'y a rien ni en trop mal ni en trop bien à dire de lui. Il disparaît un peu en deuxième mi-temps. Je lui ai mis juste la moyenne 5. Très bien, Olivier nous a tout analysé, joueur par joueur. Il nous a fait la totale. Bah, c'est ce que tu demandais, hein. Moi je suis obéissant. Non, note et top et flop. Il a tout fait, il peut. Lionel, toi, tes petites notes et si tu as des tops ou flops dans cette ligne. J'ai mis comme Olivier 5 à Riola, parce qu'il n'a pas eu grand-chose à faire. Après, sur le but, il n'est pas vraiment fautif. Il peut être un peu mieux placé, parce qu'il est un petit peu trop collé à son premier poteau, mais bon, après, voilà. Ensuite, Marquinhos, je lui ai mis 7. Je trouve qu'il a fait un bon match. Il avait Balotelli sur lui qui, je pense, doit avoir lui donné au moins 15 kilos de plus. Donc, il a bien tenu Balotelli. Silva, je lui ai mis 6,5. Je lui ai mis un demi-point de plus parce que moi, contrairement à Olivier, j'ai bien apprécié son tac sur Balotelli. Kimpembe, je lui ai mis 5. J'ai trouvé sans plus. Kurzawa, je lui ai mis 5 aussi. Je trouvais qu'il a fait un match assez neutre. Même sans seconde mi-temps, il a eu quand même pas mal de déchets techniques, des contrôles ratés. Meunier, je ne l'ai pas noté. Et Kerrer, je lui ai mis 5. Parce que défensivement, c'est pas bon, mais il est à l'origine du premier but sur une très belle passe. Il n'y a pas une très belle passe, mais une belle ouverture pour Di Maria. Et il est passeur décisif sur le deuxième but, parce que c'est avec lui que Di Maria fait le 1-2. Donc, pour ça, je lui ai mis la moyenne. Dreyas, tes notes? Areola, j'ai mis 5, Kurz 4, Marquis 6, Kim 5, Silva 5.5, Meunier 5.5 et Kerrer 5. Pour moi, en top, Marquis, mais ça a déjà été dit, il a été en mode pyromane, c'est lui qui a été un Balotelli, c'est pas que Balotelli a été mauvais, sinon Pogba aussi est mauvais, c'est que quand Marquis se décide de marquer un joueur, et pourtant, autant contre Pogba, où il avait fait plein de récupérations, il n'y a pas tant de récupération à son actif, mais si on regarde bien le match, il a complètement bouffé Balotelli ne pouvait rien faire dès qu'il avait la balle. Et en flop, c'est un flop qui va faire réagir Olivier, donc je me permets de préciser avant de le dire qu'il est relatif. Je mets Silva parce que contrairement à toi, Lionel, j'ai pas apprécié son tacle. C'est pas un tacle qu'il a l'habitude de faire. C'est un tacle en plus qui aurait pu mal tourner. C'est toujours dangereux de s'amuser à tacler par derrière avec les pieds décollés. En l'occurrence, il vise bien, mais si le joueur avait fait un mouvement, il aurait pu se prendre un rouge là-dessus. Donc moi, j'ai pas vraiment envie de le mettre en avant. Et pour moi, de tous ceux qui sont fautifs sur le but, il est le plus fautif. C'est ma lecture, je l'assume. Et donc, du coup, même s'il a été très bon par ailleurs, même si en première mi-temps, de manière assez surprenante, c'est le meilleur relanceur, c'est pas le cas en deuxième, même s'il a effectivement été très bon défensivement par ailleurs, ces deux erreurs, elles sont notables. Et donc, pour moi, c'est le flop relatif. Merci, Dreyas, de respecter mes consignes et de t'arrêter que sur tes top et flops. Voilà quelqu'un qui me suit. On va passer maintenant à la ligne du milieu. Donc, Paredes, Verratti, Alves et Dagba. Lionel, tes notes? Paredes, je lui ai mis 5. Verratti, 6,5. Alves, j'ai pas noté. Je préfère ne pas noter. Et Dagba, 6. Et tu as un top dans cette ligne des 4, du coup? Verratti, je l'ai trouvé très bon, mais je mettrais Dagba parce que c'est pas son poste et je trouvais qu'il a fait une très bonne entrée. Donc, pour souligner cela, je le mettrais parce que c'était pas son poste. Ok, Dreyas. Il a pas de flop Ah, t'as un flop du coup? Je suppose les premières minutes d'Alves, mais. Je l'ai pas noté, donc on va en parler. Ok, on va le laisser tranquille. Il est blessé pendant un mois en plus, on va le laisser tranquille. Dreyas. Moi, au niveau des notes, Paredes, je lui ai mis 4,5, Marco, je lui ai mis 6, Alves, je lui ai mis 3, et à réflexion, Alves, je lui mets 2 en fait, et Dagba, je mets 6. Il a servi vraiment à rien pour le coup, Alves. T'es trop sévère. Il a même pas eu une passe. En top, comme Lionel, j'ai mis Dagba, et je trouve que c'est tout bête, mais l'entrée de Dagba a stabilisé le milieu. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre que le Titi rentre pour que le milieu aille mieux. Et sur le troisième but en plus. Et il a été très utile dans ses relances. Il a mis un petit peu de temps à trouver la mesure, mais il a été utile dans ses relances. Et donc à l'arrivée, c'est même pas que
C'est même pas parce qu'il, pour moi, clairement, ça a été mon top du match au milieu. Et en flop, je mets Paredes, hein, parce qu'il a quelques gestes défensifs de classe, de manière surprenante, mais il se fait quand même trouer défensivement. Et il n'est pas bon là où il doit l'attendre. Alors, il y a deux choses. Il y a des choses sur lesquelles on peut attendre quelques progrès. Tu mettais en avant tout à l'heure, Olivier, qu'il avait fait quelques 15% de passes vers l'avant. Là-dessus, a priori, normalement, il sait les faire. Et donc ça, c'est pas tellement inquiétant. Mais par contre, il y a des choses qui sont bien plus inquiétantes chez le joueur. C'est tout son jeu sans ballon, avec cette manière de se planquer. Et, euh, et le temps fou qu'il met, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a la balle, il doit attendre qu'un des adversaires arrive jusqu'à lui pour enfin passer la balle. À chaque fois, c'est du 5-10 secondes, c'est insupportable, quoi. Et, euh, et au-delà de ça, pour un 6, il sollicite très peu le ballon. Il demande très très peu le ballon. Il se met, déjà, on l'a vu rarement dans des positions pour l'avoir, mais en plus de ça, il est très peu en demande du ballon, quoi. Donc, c'est un joueur qui commence à vraiment m'inquiéter. Olivier? Moi, je suis obligé de développer un peu parce que j'ai que des tops et flops dans ce secteur-là. Vas-y. Alors, j'ai deux tops à Verratti. Hein. Moi, je lui ai mis 6,5. Je trouve qu'il est, comme je l'ai déjà dit, il n'est pas aidé au milieu avec Alves et Paredes. Alors, il a une première mi-temps qui est difficile face au bon pressing haut du bloc olympien. Il s'en sort quand même, comme d'habitude. Il est beaucoup mieux en deuxième mi-temps, surtout lorsqu'il y a un peu plus d'espace avec la réduction des Marseillais à 10. Et là, je trouve qu'il a mené le jeu avec son brio habituel. Dagba, je lui ai mis 6. Je crois que c'est le nouveau couteau suisse de Tourelle. Il a dépanné un peu partout. C'est plutôt un latéral droit, mais il l'a fait jouer aussi latéral gauche. Et cette fois, il l'a mis relayeur après la sortie d'Alves. Et je trouve il a bien joué son rôle. Il a été entreprenant. Il a été plutôt habile. Il participe un peu aux dernières actions de but. Donc voilà, c'est à la fois, on est forcément un petit clin d'œil parce que c'est un jeune joueur et qu'on est heureux de le voir réussir. On attend qu'il confirme, mais il a quand même beaucoup de possibilités. Et puis mes flops, Alves, qui fait un entame de match absolument catastrophique. Je ne sais pas ce que ça aurait été après. On peut même pas le noter parce qu'il est resté 30 minutes et il se blesse. Et puis Paredes, on peut pas, enfin, le milieu à 3 n'est pas logique avec une défense à 3. Mais malheureusement, si tu veux aligner Paredes au milieu, tu ne peux l'aligner que comme sentinelle. Il est incapable d'être dans un double pivot, c'est impossible. Il n'a pas de volume de jeu, il n'a pas de vitesse, donc il a joué collé contre une défense à 3 et ça peut expliquer aussi les écarts qu'on a vus au milieu de terrain. Et puis, voilà, c'est un joueur qui est peut-être capable, bien protégé, dans un championnat où ça va pas vite, jouant dans un fauteuil, de faire admirer sa technique. Mais là, dès que ça s'accélère un peu, il se planque, il fait des passes exclusivement en arrière. Et puis, on nous l'avait présenté avec un pied droit magique. Il a quasiment raté tous ses coups de pied arrêtés, que ce soit des coups francs et des corners, et une frappe de balle qu'il envoie en tribune. Donc là, vraiment, Paredes, c'est de plus en plus inquiétant. On avait décidé de ne pas le condamner tout de suite, mais là, il fait peur. Ouais. Et je me suis amusé à regarder les heatmaps un peu de Paredes et Verratti. C'est vrai qu'ils ont à peu près la même zone d'action et les centraux sont pas loin. Donc on a quasiment 5 joueurs qui sont dans la même zone d'action entre tous nos 5 actions en fait. Verratti, c'est bien plus large et jusqu'à la 20e minute, il est très haut et petit à petit, il redescend. Mais dans la zone d'action, Paredes est plus haut et plus large à l'arrivée. Et puis Verratti, il se projette, il provoque, il dribble, l'autre jamais. Hein. Non, il y a... Bon bref, il y a eu un problème. C'est vrai que le duo Paredes-Verratti, pour le moment, on a du mal à voir comment les deux ensemble peuvent fonctionner du moins. On va passer maintenant aux offensifs. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, Di Maria et Mbappé, qui étaient les deux attaquants du soir. Dryas, régale-toi. Moi, j'ai respecté vraiment jusqu'à la fin ce que tu dis. C'est-à-dire que je donne les notes et à chaque fois, j'ai un top et un flop. Putain, t'es fort. Mais vraiment super balèze, quoi. Alors, Didi, je lui mets 8,5 et Kylian, je lui mets 6. En top, c'est difficile de pas spoiler, hein, ça va être Di Maria. Il a été juste stratosphérique hier soir. Il y a quelques parts de balles, notamment dans les 20 premières minutes. Sinon, il aurait tutoyé le 10, tout simplement. La seule chose qu'on peut se demander concernant ce joueur, c'est pourquoi si bon maintenant. Et d'une manière générale, en début de saison, il a eu des périodes où il était bon, des périodes où il n'était pas bon. Mais moi, la question que je me pose, c'est si on veut avoir un jeu qui est construit avec des mouvements offensifs qui sont réglés, qui sont rapides, est-ce que ça va être le joueur idoine ? Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. La question que je me pose, c'est d'une manière générale, je trouve que c'est un joueur quand il y a un espèce de bordel tactique qui arrive à briller.
Et quand la tactique est bien en place, je ne suis pas sûr qu'il arrive à briller. Et quand on regarde son histoire, voilà. Donc c'est la question que je pose. Et concernant Kylian, je le mets en flop parce qu'il a fait un bon match, sans être exceptionnel, mais il faisait juste un bon match. Mais pourquoi diable le péno? Di Maria vient lui demander, Di Maria est en train de sortir un énorme match, il peut planter son 3e but, il aurait pu laisser le penalty à Di Maria. La réponse est simple, il a un but de Messi pour le soulier d'or. Olivier, Ouais, non. ton avis? Di Maria, moi je lui ai mis 10. Hein, il y a parfois des matchs parfaits. Ben celui-là, pour moi, il est parfait. Parce que c'est un match qui fait basculer à lui tout seul. Et s'il y en a un qui a bien essayé de faire oublier aux supporters, de s'excuser auprès des supporters de ce qui s'est passé contre Manchester, c'est lui. Il a fait une prestation d'une envie, d'une intensité du début jusqu'à la fin extraordinaire, alors que c'est souvent un joueur qui est un peu intermittent d'un match à l'autre ou même à l'intérieur d'un même match. Il marque 2 buts, il fait une passe décisive, il a un 3e but qui est refusé pour un hors-jeu minime. Il a une activité incessante, il fait à un moment un repli défensif hallucinant où il revient à toute vitesse au truc. Il était habité et ça c'est un joueur, c'est comme ça qu'on voudrait le voir, même si je pense qu'il peut pas jouer à ce niveau-là tout le temps. Alors Draya se posait la question de cette intermittence. Bah, pour pouvoir s'appuyer sur les forces de son groupe, à partir du moment où il avait un milieu sans trop de solutions, Tourelle a choisi de jouer avec la MCN plus Di Maria. Et peut-être que lorsqu'il y a beaucoup de densité, avec beaucoup de joueurs, notamment comme Neymar et Mbappé, qui bouffent un peu le ballon, il a un peu plus de mal à trouver sa place. Là, il est très libre, avec des mouvements avec beaucoup de changements de position, avec de dézonage avec Mbappé. Et là, il peut donner libre exercice à sa grande qualité qui est son intensité, quoi. C'est un joueur qui n'arrête jamais, qui cherche des solutions. Il va perdre des ballons, ok, mais alors qu'est-ce qu'il est un poison pour la défense adverse qui n'ont jamais su le prendre. Il gagne ce match à lui tout seul. Alors Mbappé, moi, je serais beaucoup moins sévère que Drayas. Heureusement qu'on a eu Mbappé aussi sur ce match parce que il est l'élément déstabilisateur au même titre que Di Maria par ses positions variables. Il se déplace sur tout le front de l'attaque. On voit bien que c'est pas un joueur qui aime rester dans l'axe et il a trouvé plein de solutions. Et pour son penalty, je crois qu'on va pas recommencer ce qu'on a vécu avec le penalty gate. Les choses sont claires, c'est lui qui tire les penalties. Bon, bah, Di Maria est venu lui demander de tirer le penalty. À mon avis, c'est pas bien. Il faut laisser le tireur de penalty tranquille. C'était fixé avant. On n'est pas là pour se faire des cadeaux. On est là pour marquer des buts. Mbappé, il doit marquer des buts pour gagner les trophées. Et moi, ça ne m'a absolument pas choqué que ce soit lui qui tire ce penalty. J'ai pas du tout été sévère avec Kylian, hein, Olivier. Je sais pas. Il a donné flop. Flop, c'est quoi? Oui, flop à cause du penalty. À cause du penalty. Bah c'est bien ce que je te dis. C'est quoi la note J'avais mis 6 à Kylian, moi. Non, pour Mbappé, pour Olivier. 6,5. D'accord. Il y a une grande diff entre les deux notes. J'ai pas du tout dit qu'il avait fait une mauvaise performance. Enfin, bon. Flop. Oui, mais flop à cause du penalty. C'est pas grave. C'est un flop relatif. Non, mais le flop relatif, ça n'existe pas. Il faut pas faire comme Tourelle, c'est flop ou c'est pas flop. Chacun son avis sur la question. Ton commentaire n'est pas top, Olivier. top. Mais pas top, comme dirait Tourelle. Lionel, ton avis? Alors moi, j'ai mis 3 à 10, 3 à Ma et 3 à Ria. Donc ça fait 9. Bravo. Merci. Non, comme j'ai dit, j'ai trouvé que l'activité de 3 joueurs, de toute façon, quand il a un électron libre, je trouve que c'est là qu'est le meilleur. Et j'ai mis 6,5 à Mbappé aussi. Ok. Et tout a été dit par rapport à ce qu'on dit Drayas et Olivier sur la performance des joueurs, ou tu vas en rajouter? Non, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Et comme j'ai dit, Di Maria, il a fait un match exceptionnel dans son activité. Et puis, peut-être son meilleur à Paris. Oui, je pense. Ouais. Ah, très certainement. Il a fait des très bons matchs où il était efficace. Il a fait des très bons matchs où il était bon dans le jeu sans être efficace. Et là, hier soir, c'était apothéose, c'était spectacle, quoi. Après, moi, je me souviens que ce soit quand il gagnait les Jeux Olympiques avec l'Argentine ou bien la Coupe du Monde 2014, il y avait un peu aussi d'électron libre où il est un peu partout. Et je trouve que c'est là qu'il est le meilleur parce que c'est un joueur qui a une activité, qui a une caisse physique assez importante.
Et quand on le fixe à un poste, je trouve qu'il n'est pas capable de répéter les efforts et de monter en puissance pendant le match. Mais ça soulève la question que je posais, c'est est-ce que dans un cadre où il y a une tactique qui est plus posée, est-ce qu'il est toujours aussi utile? Ou est-ce que justement il est impératif qu'il ait cette liberté et comme en même temps il est pas, enfin c'est pas Neymar, donc tu peux pas construire l'équipe et demander à l'équipe de s'adapter à Di Maria. Est-ce qu'il n'est pas condamné à être exceptionnel quand il y a un petit peu le bordel autour de lui? Ah, sûrement. Je ne me suis pas posé la question. Mais la solution qui a déjà été utilisée par Tourelle, où il n'avait pas été mauvais, c'est d'envisager 2-10, Di Maria et Neymar, derrière un attaquant de pointe. Bon, il y avait le problème de Cavani qu'il fallait bien caser là-dedans. Et on voit bien que l'articulation technique entre ces quatre joueurs n'a été trouvée par personne, pas plus par Emery que par Tourelle. Et c'est peut-être un des points qu'il va falloir solutionner pour la saison suivante. Et c'est une vraie idée ce que tu dis, parce que Di Maria en plus c'est Neymar, même s'ils sont tous les deux 10, ils n'ont pas les mêmes zones d'influence et ils ne se marchent pas sur les pieds. Absolument. De toute façon, Di Maria a montré qu'il est bon, qu'il est meilleur dans l'axe entre les lignes que quand il bouffe son aile, où il a un peu ce côté robotique. Voilà. On va passer maintenant à qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe maintenant après ce match? On va déjà revenir vite fait sur les déclarations d'après-match. Alors, il y a certains joueurs, notamment Dagba, qui a annoncé je pense que les supporters ont dû apprécier le spectacle proposé. Ils ont dû être fiers de nous. Et il y a Tourelle qui a encore insisté sur les qualités extraordinaires, mentales et techniques de son groupe. Et qui a encore insisté sur l'accident. Qu'est-ce qu'on a entendu ce mot ces dernières semaines dans sa bouche? Olivier, ton avis sur ces différentes déclarations d'après-match? Pour moi, ça reste lunaire. Voilà, comment peut-on, parce qu'on a gagné, comme on le fait depuis 2011 contre Marseille, penser que ça va effacer le reste? Alors, c'est compréhensible pour des joueurs, surtout un jeune joueur, parce que pour avoir fréquenté des joueurs comme ça, pour eux, un clou chasse l'autre, quoi. Un match, voilà, après avoir remâché la déception immédiate, on se projette dans le match suivant et ils ont pas tellement la culture du recul. En plus, la direction les dédouane. Tourelle le premier avec la thèse de l'accident, donc t'as pas besoin d'aller te casser la nénette pour chercher d'autres explications puisque ton entraîneur te couvre par l'accident. Et puis, comme on l'a dit, les supporters ont été bien gentils. Donc voilà, pour Dagba, on était revenu aux affaires courantes. Ils avaient gagné le match. Donc il pensait avoir proposé un bon spectacle, il n'a pas réfléchi plus loin et lui je lui pardonne. Par contre pour Tourelle, je trouve que c'est toujours aussi ridicule, surtout cette répétition, quoi. D'accord, une fois ça va, deux fois ça va, trois fois arrête, et surtout qu'il avait ajouté, on n'a rien à se faire pardonner. Ça c'est vraiment, ça a été le coup de grâce. Pour moi, on n'a rien à se faire pardonner. Mais mon Dieu, t'es un entraîneur, quoi. T'es quelqu'un qui a quand même des objectifs. T'es quelqu'un qui doit un certain nombre de choses. Tu peux pas dire un truc comme ça. Alors, je sais plus quel site a ressorti une déclaration du même type qu'il avait fait en 2016, je crois, quand il était l'entraîneur de Dortmund, et qu'après avoir mené 2 fois dans un match de 2 buts à Liverpool, il se fait remonter, et ensuite il se fait éliminer dans les arrêts de jeu, et la seule chose qu'il a été capable de dire, je comprends pas, c'est un accident. Est-ce que c'est vraiment un entraîneur qui est capable de prendre un peu de recul par rapport aux événements, qui est capable de se remettre en cause? J'ai pensé un peu comme Drayas que ça peut être un discours externe et qu'en interne c'était différent, mais je me demande si ce garçon n'est pas atteint lui aussi par une certaine forme de suffisance. Oui, c'est la question que je me pose aujourd'hui, et ma conclusion c'est que tous ces gens ont vraiment du pot d'être au Paris Saint-Germain où l'exigence reste malheureusement assez faible. Très bien, Lionel, ton avis toi sur ces différentes réactions de nos membres? Déjà, moi, j'ai pas compris que Dagba puisse se présenter à la presse. C'est un jeune joueur. Je pense qu'il y a surtout dans l'environnement actuel, il y a suffisamment de joueurs d'expérience au Paris Saint-Germain pour qu'on puisse envoyer Dagba en première ligne. Sachant qu'on se rend compte qu'en plus de ça, la communication n'est clairement pas maîtrisée au Paris Saint-Germain. Tu envoies un joueur qui n'a pas cette expérience et qui sort des propos qui sont un petit peu malheureux. Alors, ça paraît assez gentil parce que c'est un jeune joueur ou autre, mais ça reste quand même assez maladroit et je ne le reproche pas parce que pour moi, c'était pas à lui de se présenter devant la presse, mais bon. Visiblement, on aime bien se cacher au Paris Saint-Germain, donc continuons comme ça. Après, concernant Tourelle, je pense qu'Olivier a tout dit.
Dernièrement, j'avais écouté une émission qui parle un peu de son caractère et qui disait que c'était quelqu'un qui était assez, pas imbu de sa personne, mais ouais, pas très loin en fait, qui était assez fier et autres, qui se remettait pas forcément en question. Donc, on a l'impression qu'aujourd'hui, on voit un peu cette partie de lui ressortir aujourd'hui avec cette communication de répétition sur un accident, qui finalement réussit à convaincre certaines personnes, même si moi je pense que un accident ça arrive une fois, mais ça n'arrive pas autant de fois. Donc, voilà. On peut en venir à Dagba juste, c'est que je crois le club a interdit certains joueurs de réagir jusqu'à nouvel ordre. Drayas. Déjà pour Dagba, j'ai une lecture différente dans le sens où avec Dagba, je suis d'accord, il a fait un bon match. Pour le reste, par rapport à ce que dit Tourelle, à partir du moment où Tourelle estime qu'il a fait un bon match, déjà on part d'un postulat un peu foireux dans le sens où je ne suis pas d'accord avec la lecture du match. Il ne doit pas l'être non plus. Hein. Donc voilà, mais d'une manière générale, on est toujours dans la même com. Et si la thèse de la suffisance qu'avance Lionel est possible, moi je m'accroche au fait que c'est juste pour protéger les joueurs, concerner les joueurs, protéger les joueurs pour la fin de la saison et qu'en discours interne, il a autre chose. Il faut l'espérer parce que sinon on est vraiment dans la merde. Quoi. C'est sûr. On va passer maintenant aux réactions de certains supporters qui semblent déjà prêts à pardonner. Quand on regarde un peu les réseaux sociaux, on voit de ça. Estimez-vous que les supporters sont aussi fautifs du manque de culture de la gagne, soit en pardonnant rapidement, soit par exemple quand on a battu Liverpool United en parlant d'exploit, alors que ça devrait être plus une chose continue si on veut être un grand club. Enfin, ça c'est mon avis. Lionel, ton avis toi sur la question? Après, on est souvent éduqué par les médias que l'on a. Et quand les médias français, depuis des années, répètent à chaque fois que ce genre de prestations, ce sont des exploits et que c'est la première vitrine, forcément, les supporters, ils prennent cela comme un exploit. Quand on voit à l'époque, quand on a gagné le Barça en poule 3-2, un match qui était au mois d'octobre, ou je sais plus, c'était septembre, où le Barça était en début de saison, on n'avait pas démarré, on parlait d'un exploit dans un match de poule. Donc, je pense que c'est pas que les supporters, je pense que c'est en France qu'on a ce problème de culture de la gagne. Et on l'a vu très bien à l'époque où la France est championne du monde, la plupart de nos joueurs étaient allés chercher cette culture en Italie et ailleurs. Donc je pense que c'est pas qu'un problème de supporters, je pense que c'est dans la culture française, on n'a pas cette culture de la gagne et on le retrouve chez les supporters parisiens, mais on le retrouverait chez tous les supporters en France. Ok, Drayas, ton avis? Je peux qu'aller dans le sens de Lionel au regard de la culture de la France par rapport à la performance. En France, on a tendance à minimiser la performance à partir du moment où elle vient du corps. Donc le sport vient du corps et on regarde ça de bien haut. Maintenant, pour le fait que c'est un exploit, non, le match contre Liverpool, c'est un vrai bon match. Et alors, autant je suis pas d'accord avec le terme exploit, je suis pas d'accord non plus avec le terme normal. C'est juste un match de Ligue des Champions et il convient en Ligue des Champions de savoir se mettre à ce niveau. Et ça doit être la norme en Ligue des Champions. Après, ça sert à rien de jouer comme ça à chaque match. C'est pas genre un match lambda, quoi. Mais effectivement, parler d'exploit, c'est n'importe quoi. Maintenant, pour la question des supporters, je trouve que c'est accordé bien du crédit aux supporters. Et de supporters desquels tu parles. Je suis pas sûr que la majorité du club soit prêt à pardonner, par exemple. Je pense bien plus que notre communication, qui est désastreuse, mais faut-il en parler, que ce soit celle du coach, préparation du match et j'en passe, les relations des joueurs avec l'encadrement. On peut noter qu'on est sorti de la calinothérapie de Nasser, mais on est toujours incapable de laisser partir un joueur avec comme subtil exemple Alves, où on a limite peur qu'il aille ailleurs pour ne pas rejoindre l'encadrement technique derrière. Pour moi, ce sont là deux exemples qui sont des facteurs qui sont bien plus importants que les supporters. Oui, c'est vrai qu'il y a une culture, il y a une espèce de béni-bini, oui-oui style chez nos supporters. Les fanboys de Tourelle sont agaçants, je le conçois. Mais de là les imaginer responsables de quoi que ce soit, c'est aller un petit peu loin, je pense. Je pense que le supporter moyen du Barça n'est pas un génie non plus. Petite pique au catalan. Olivier? Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il existe encore, qu'est-ce qu'on appelle supporter pour le PSG? Moi, je suis un vieux, entre guillemets, supporter du PSG. J'ai connu
des Parcs des Princes avec une toute autre ambiance que celle que l'on vit depuis le nécessaire mais castrateur plan Le Prou aujourd'hui, et avec la politique tarifaire pratiquée en plus par le club, on a plus de costards cravates qui viennent déguster ça avec des clients ou avec leur famille, bon enfant. Et puis on suscite un pseudo, enfin pas un pseudo, parce que je pense que il y a beaucoup de passionnés, mais une ambiance un peu artificielle, un peu forcée par une seule tribune qui est chargée de faire le fond sonore pour que le spectacle ne se déroule pas dans un silence de cathédrale, qui serait le cas si jamais il n'était pas là. Donc, est-ce que le Paris Saint-Germain est aujourd'hui un club de supporters? Est-ce que ces supporters ont été un peu anesthésiés par la politique de recrutement de stars, comme le fait le PSG, où on s'intéresse plus à l'à côté du foot qu'au foot lui-même. Enfin, je m'interroge plutôt sur l'évolution de ce club à tous les niveaux, sur la façon, qu'est-ce qu'on attend véritablement de ce club, quelle exigence on a vis-à-vis de lui, notamment en termes de résultats sportifs, le peu de réaction de tout ce qui entoure le club, c'est-à-dire les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants et les supporters, après des échecs répétés, me fait dire qu'aujourd'hui, le PSG est plus un club de spectacle que de football. Je vais me permettre de réagir, Olivier, en posant une question ouverte. Pour moi, tu vises le PSG par rapport à ça, mais est-ce que le football, d'une manière générale, s'adresse toujours aux supporters? Et je suis pas sûr que la réponse soit oui, loin de là. Il y a encore un certain nombre de clubs, malheureusement, ce sont les clubs qui ont été frappés de plein fouet par la crise économique, où il y a un vrai esprit supporter, que ce soit Lens, que ce soit Valenciennes, moi j'ai connu Sedan, que ce soit Saint-Étienne aujourd'hui. Voilà, il y a des clubs où il y a une véritable culture de foot, une véritable osmose entre les joueurs et leur public. Paris reste voilà, les nœuds papillons roses, et les nœuds papillons roses, c'est pas ça qui va donner une véritable culture de foot, où c'est vraiment un drame quand ton équipe perd, où tu es capable de relativiser un peu les choses entre la Ligue des Champions et un match de championnat contre Marseille. Non, je crois que ça existe, mais que malheureusement, avec l'évolution du foot spectacle, tous ces clubs populaires sont en train de disparaître les uns après les autres. En miroir de ce que tu racontes, il y a certains clubs qui deviennent juste des effets de levier pour faire des transferts, etc. Enfin, clairement, n'est plus que pour les supporters. Et concernant Paris, il y a quand même une vraie base de supporters, mais elle est complexe. Elle a été malmenée avec le temps. Plan Le Prou, on va pas en revenir là-dessus, mais la base du supporter existe quand même. Elle est plus forcément droit de cité au Parc des Princes qui est dans son jardin. Mais tout ça, c'est un autre débat. Après, il y a aussi une vraie base qui a coupé les coups. Oui, ça existe aussi. Très complexe, les supporters à Paris. On va poser une dernière question. Qu'est-ce que vous attendez donc maintenant de cette fin de saison? Gagner la Coupe de France, une progression dans le jeu ou des choix sportifs forts? On a notamment une trêve internationale qui arrive. Draias. Ce que j'attends, c'est un nouveau titre. Mais pour le reste, j'attends 100 points. Rien. Malheureusement, non, les 100 points, j'en ai vraiment rien à skier. Personnellement, je ne sais pas pourquoi cette quête, comme si elle voulait dire quelque chose. Faut regarder les choses en face. Tous les éléments sont alignés pour poursuivre dans la thèse de l'accident. Et si on a un nouveau couac, on aura la thèse du on est fatigué après une longue saison. Voilà. Le retour de Neymar va nous amener un avantage encore plus grand en Ligue 1, sans avoir besoin de remettre en cause le collectif. Et si cette saison, on a eu quelquefois un collectif qui a été sublimé par un grand Neymar, là, on risque fort d'avoir juste un Neymar en plus. C'est une individualité en plus, sans pour autant l'apparition d'un collectif. La chose à attendre, je crois, est cet été. Et là aussi, on n'est pas sûr que beaucoup de choses ont changé. Très bien. Puis Neymar, il va faire sa petite remise en forme avant la Copa América aussi. Olivier. Moi, sur le plan des résultats, j'attends plus rien. Pour moi, la saison, elle s'est terminée face à Manchester United. Le championnat, il est plié depuis longtemps. On a 20 points d'avance, un match en moins. Enfin bref, ça va être la mascarade va continuer jusqu'au bout. La Coupe de France, vraiment, je m'en contrefous. On va avoir encore un nouveau titre en Coupe de France. On va rencontrer qui? À moins peut-être contre Lyon. Peut-être là, je lèverais une paupière s'il y avait Lyon. On va voir si on est capable quand même de les battre.
Les joueurs, bah, on le voit, ils vont finir en roue libre. Hein. Maintenant, il va y avoir un rythme quasiment d'un match tous les 8 jours. On va s'emmerder royalement. Et puis Neymar, comme tu viens de le dire, bah, il va faire tranquillement son canter, se préparer pour l'objectif principal pour lui, qui est la Copa América. Et puis, on va essayer de se consoler en suivant les vrais clubs de foot dans la seule vraie compétition pour laquelle on devrait être désespéré de ne plus être qualifié, c'est-à-dire la Ligue des Champions. En termes de jeu, bah, j'attends plus rien. L'effectif est trop déséquilibré pour espérer autre chose que le bricolage permanent qu'on connaît depuis le début de saison, où finalement, si on veut regarder les choses d'un œil un peu objectif, bah, on s'en sort uniquement grâce à nos individualités. Quelles ont été les prestations véritablement abouties sur le plan du jeu collectif? Ça doit se compter sur les doigts de la main, mais tout ça est masqué par cette domination outrancière grâce à nos grands champions qui en plus nous donnent du spectacle. Donc, bon, en termes de jeu, pour moi, c'est fini également. Alors maintenant, qu'est-ce que j'attends dans les choix? Ben, j'espère qu'enfin, après une troisième claque qui n'a rien d'un accident, on va réagir et on va réagir vite. Avec, pour moi, la priorité, c'est la réorganisation du secteur de gestion sportive qui est défaillant depuis le départ de Leonardo. Il faut qu'on retrouve notre nouveau Leonardo. On ne peut pas imaginer que ça passe autrement que par ce biais-là, parce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui a une vision de court terme, de moyen terme, quelqu'un qui soit capable de proposer quelque chose d'autre. Et puis, voilà, j'espère, on a quand même la chance. On a deux chances, que la victoire à Marseille éteigne un petit peu la rancœur et que donc on puisse travailler sereinement, un peu à l'abri de cette victoire. Et puis il y a 15 jours de trêve. 15 jours de trêve, c'est fantastique. Là, ils peuvent aller au fond des choses et prendre très rapidement les décisions. Qui va diriger le progrès sportif? Qu'est-ce qu'on va faire de cet effectif? Qui on va laisser partir? Qui on va prendre? Voilà, j'espère qu'on va, pendant cette trêve, avoir les nouvelles qu'on attend pour espérer à nouveau de ce club. Parce que si, comme d'habitude, on attend la fin juillet pour pouvoir s'y mettre, eh ben, je ne vois pas pourquoi Tourelle ne nous annoncera pas sans vergogne que nous avons été victimes d'un accident. Tu es bien optimiste, Olivier. Oui, voilà, ce que je veux dire. Je crains que tu ne sois plus dans le fantasme que l'espoir. Lionel, pour conclure là-dessus. Bah, je pense que tout a été dit. Hein. Le championnat c'est bouclé. Bon, la Coupe de France, si on joue contre Lyon, ça peut être une affiche intéressante. Après, dans le jeu, je pense que en championnat, les joueurs ils seront plus en vacances qu'autre chose. Donc, je pense qu'on ne risque pas de voir grand-chose. Les Sud-Américains vont préparer leur Copa América, ne pas arriver trop fatigués, trop émoussés. Après, au niveau du choix sportif, je pense qu'il faut faire quelque chose, mais moi j'ai l'impression, enfin je me posais la question la dernière fois, j'ai l'impression que c'est le projet en lui-même qui a été mal ficelé dès le départ. Et je pense qu'il y a tellement de choses à revoir que je suis pas sûr que l'arrivée d'une seule personne puisse vraiment changer grand-chose en l'espace d'un an ou deux. Ah, tu sais, un homme avec une vision. Enfin, tout à l'heure, Olivier parlait de Leonardo. Leonardo a bien montré ça. C'est-à-dire qu'un homme avec une vision change tout, en fait. Par contre, si tu as pas d'hommes qui ont des visions, tu peux le voir d'ailleurs au niveau de l'encadrement. On a un homme qui a une vision qui s'appelle Jean-Claude Blanc. Et au niveau de l'encadrement, le club grandit bien, les sponsorings grandissent bien. Il y a tout un tas de choses qui grandissent bien. Le seul truc sur lequel on reste sclérosé, c'est Léo. Et par rapport à ce que tu disais, on est mal parti. Moi, je trouve qu'on a eu un départ qui était plutôt cohérent et plutôt enthousiasmant avec le duo Léo-Ancelotti. Et ouais, ça manque, comme le disait Olivier, ça manque cruellement d'un homme avec une vision autre que le coach, qui soit capable de poser et justement protéger un peu le coach. On se rappelle de Leonardo, son fameux coup d'épaule, mais au-delà de ça, toutes ses sorties, que ce soit vis-à-vis des joueurs, que ce soit vis-à-vis de la presse. Qui faisait un vrai travail pour protéger l'entraîneur, qui faisait un vrai travail pour aider le coach dans son travail. Et là, pour l'instant, Antero Henrique sur ce sujet, c'est juste une vaste blague. Le tonton PMU, je sais pas quoi, machin truc. Enfin, c'est le mec qui vend relativement bien, mais sinon, c'est une catastrophe, ce mec. Leonardo faisait ce que Olas fait à Lyon. Après, si je peux répondre, je pense que Leonardo a fait un très bon travail. Mais là, pour aller plus loin dans ce que je voulais dire, dans ce que j'ai commencé à dire, la dernière fois, j'écoutais l'interview de Jong, qui parlait de pourquoi il avait choisi le Barça et que ce n'était pas contre le projet du Paris Saint-Germain. Et
souvent, on a tendance à mettre en avant que la Ligue 1 est trop facile ou autre. Quand on regarde le Bayern, par exemple en Allemagne ou la Juve en Italie, aujourd'hui, c'est des championnats qui sont. Enfin, c'est peut-être cette année pour le Bayern, il y a un peu de concurrence, mais sur les dernières années, le Bayern, ça fait quoi 5 ans, 6 ans qu'ils sont champions d'affilée. La Juve, pareil. Mais pourtant, quand un joueur signe dans ce club-là, il signe avant tout pour le prestige, pour ce que représente la Juve, ce que représente le Bayern, même et gagner une Serie A ou gagner une Bundesliga avec ce maillot-là représente quelque chose pour eux. Et moi, j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain, en fait, a fait les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place un projet qui était centré sur la Ligue des Champions, donc qui a créé en fait une sorte de pression extrême sur les joueurs. Souvent, j'entends qu'on parle de la prestation du Barça, du Paris Saint-Germain contre le Barça sous l'époque d'Ancelotti, en disant oui, c'est de la dernière fois qu'on est sorti avec les honneurs. Mais et je trouve que ce match-là tue l'analyse complètement de cette Ligue des Champions parce que le tour d'avant contre Valence, on n'est pas loin de se faire sortir sur le même style de prestation que Manchester United, où au match aller, on est dans une position où on se dit bon, on va à Valence, ça va être compliqué, l'équipe sort un super match, et au retour au Parc des Princes, on est crispé par l'enjeu parce que c'est la Ligue des Champions, la Ligue des Champions, la Ligue des Champions. En fait, c'est dans ce cas-là où je me dis qu'on a fait l'erreur, c'est-à-dire que je pense qu'il fallait avant tout expliquer quand même que le championnat, ça reste quand même important, que ça a une valeur. Et aujourd'hui, on a totalement dévalorisé toutes les compétitions locales pour le Paris Saint-Germain. Gagner une Coupe de France, gagner une Coupe de la Ligue, gagner un championnat de France, ça ne représente presque plus rien pour un joueur Paris Saint-Germain. Tu as raison là-dessus. Laisse-le finir. Fini. Et la Ligue des Champions, c'est une compétition qui est tellement difficile à gagner que passer un projet uniquement sur cette compétition-là, pour moi, c'est pour ça que je dis que on a mal fait les choses. C'est qu'il fallait avant tout créer un prestige autour du maillot du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire c'est quand la déclaration de De Jong qui m'a fait un déclic, c'est que quand il parlait du Barça, il a dit parce que c'est le Barça. Et à côté, là, il a parlé du projet du Paris Saint-Germain. Et chaque fois, on met toujours en avant le projet du Paris Saint-Germain et jamais le Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est là où je pense qu'on a fait une erreur, c'est qu'il fallait créer d'abord cette envie, ce désir de porter le maillot du Paris Saint-Germain, de gagner des titres avec le Paris Saint-Germain, un peu comme à l'époque où Lyon gagne ses 7 championnats, où les joueurs ils venaient avant tout parce que Lyon, tu gagnais des titres ou autres. Et à partir de là, parce qu'on a des moyens pour faire quelque chose de beaucoup plus gros que ce qu'a fait Lyon à cette époque, commencer à créer cette mentalité pour aller gagner une Ligue des Champions. Et je trouve qu'on a fait les choses à l'envers. Parler de la Ligue des Champions, pour moi, c'est une compétition qui, on le voit, la Juve, qui est une équipe super bien coordonnée, ça fait pratiquement 23 ans qu'ils ne l'ont pas remporté. Donc voilà, c'est pour ça que je disais que pour moi... Ton idée, Rayas voulait réagir peut-être pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, tu fais référence à des clubs qui ont existé par le passé, et le truc, c'est que c'est pas si simple de s'inventer une histoire. Et le dernier exemple que tu donnes, Lyon, est très intéressant, mais si on regarde alors là, ponctuellement, je me souviens un petit peu, la chronologie, la manière avec laquelle ça s'est passé, il y a eu 2 victoires en championnat où il n'y avait pas d'ambition, il n'y avait pas le discours auquel tu faisais référence. Et effectivement, c'est rentré de cette manière-là, mais parce qu'au fond, c'était la seule manière de rentrer. Mais là, nous, si tu veux, est-ce qu'on pouvait faire autre chose? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'on pouvait, sinon, quand on parlait, en fait, m'est venue l'idée, ce à quoi ça m'avait évoqué, c'est ce qui avait été fait dans les années 90 entre Canal+ et Tapi pour créer la rivalité entre Paris Saint-Germain et l'OM, pour booster, en fait, le championnat de France et pour assurer les ventes pour Canal+. Mais on aurait peut-être pu faire ça, mais en soi, on a un championnat qui est faible, qui est moribond. Tu fais référence à justement la dernière fois où le championnat, il s'est passé quelque chose d'intéressant, c'était Lyon, mais depuis, on a l'impression d'être le parent pauvre des grands championnats européens. Et c'est très difficile, en fait, de faire vivre et de vendre à une époque où tu es dans l'international, où si tu regardes en Chine, que tu regardes d'une manière générale en Asie, les clubs qui sont aimés sont déjà installés, et parce qu'ils font référence à une histoire. Paris Saint-Germain commence à exister, mais est-ce que Paris Saint-Germain aurait pu commencer à exister en vendant le projet Ligue 1? J'en suis pas sûr.
J'en suis vraiment pas sûr. Ça pourrait faire sujet d'un podcast entier. C'est vrai qu'on digresse un peu. Moi, je voudrais revenir un peu sur ce que dit Lionel, qui me semble très juste. Créer quelque chose autour du maillot du Paris Saint-Germain. Eh ben, je crois que là, le symbole, il est très fort. On perd contre Manchester United avec un maillot. On est la seule équipe à domicile dans cette phase de Ligue des Champions à jouer sans son maillot. Depuis combien de temps Paris accepte de ne pas jouer avec le maillot qui a fait aimer ce club? Le problème de l'aventure QSI, c'est qu'il n'y a personne au plus haut niveau du projet sportif qui connaît le football. Ce qu'avait l'avantage qu'avait Leonardo par rapport à tous ceux qui l'ont suivi, c'était un homme du foot. Ça a été un grand joueur, ça a été un international, ça a été un entraîneur, ça a été un dirigeant de grands clubs italiens où là, l'histoire du foot, elle transpire à travers tous ces clubs centenaires qui vivent la compétition au plus haut niveau. Et effectivement, dès que ce type-là a pris le devant de la scène, on a tout fait pour le virer. Et puis ensuite, on a fait joujou avec un club auquel on ne connaît rien. On n'a aucune exigence sportive. On achète des joueurs pour faire des selfies avec eux. On a un président qui, après la moindre victoire, dit qu'il a les meilleurs joueurs du monde et le meilleur entraîneur du monde. On vit complètement décalé par rapport à l'exigence sportive. On ne peut pas construire un projet sportif sans responsable du projet qui soit quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui est capable d'impulser à tous les niveaux du club le niveau d'exigence nécessaire pour pouvoir briller au top. Lyon, l'histoire de Lyon, elle est quand même centrée autour d'un personnage. On a beau en penser ce qu'on veut, qui s'appelle Jean-Michel Aulas, qui est quelqu'un qui connaît très bien le football, qui est quelqu'un qui est un vrai président de club, qui est capable d'avoir une communication qui protège l'ensemble des intervenants du club. Alors maintenant, il a un peu vieilli, maintenant, il a plus beaucoup de dents pour mordre parce que malheureusement, son projet économique s'est effondré. Mais à l'époque où Lyon, je sais pas, il est 7 fois champion de France, il est aussi plusieurs fois en demi-finale de Ligue des Champions. Il bat le Real Madrid, ils font quand même de très belles performances. Là, il y a un niveau d'exigence qui fait que tous les composantes du club tirent dans le même sens. Aujourd'hui, où est l'exigence? Donc, quand tu as un directeur sportif qui, de toute façon, pourquoi il va se crever la paillasse? Puisque c'est pas lui qui a le pouvoir de décision. Il y a des gens qui vont décider derrière lui. Il y a un entraîneur qui est en conflit avec lui. Bon, il expédie les affaires courantes, il touche sa paye et point barre. Quand tu as un président comme ça. Donc, je crois que si le PSG veut avoir des résultats à la hauteur de ses ambitions, il faut qu'ils mettent en place des dirigeants à la hauteur et à la compétence de ses ambitions. Si Jean-Claude Blanc fait ce qu'il fait, c'est parce que ça n'intéresse personne dans le club. Il n'y a aucun prestige à faire ce que fait Jean-Claude Blanc. Il fait ça dans l'ombre, il doit marner, il fait ce qu'il faut pour que ça marche, mais personne ne l'envie. Par contre, aller parader, aller faire des selfies avec les joueurs, avoir la joie qui te téléphone pour se plaindre d'un tel et un tel, ah bah là, ça fait bander le président de base. Mais bon, il y en a marre, quoi. Ça fait quand même depuis, 2011 qu'ils ont ce club. Putain, on va continuer combien d'années avec ce ridicule-là? Olivier Olivier est parti. Petite précision juste. Lyon, on n'a fait qu'une demi et c'était en plus loin des années fastes. C'était avec Claude Puel quand ils ne gagnaient plus les titres en Ligue 1. Et leurs deux plus belles campagnes, ils s'arrêtent en quart. Et sinon, Aulas, je voulais juste préciser, Aulas, c'est quelqu'un qui connaît un peu le foot, mais il a toujours su s'entourer. Par exemple, à l'heure actuelle, c'est Bernard Lacombe. Il y a toujours des mecs, Roulier, il y a toujours des mecs qui connaissent très très bien le foot, qui sont autour de lui. Etc. Connaître ses limites, c'est la force d'un grand président. Tout à fait. On ne peut plus d'accord. Je finis, je ne vais pas être trop long, mais je trouve qu'on s'est totalement isolé. On s'est isolé de la Ligue 1, isolé des clubs européens, on s'est isolé de... Enfin, on est isolé en fait. On est nulle part et partout en même temps. C'est pas faux. Et tu soulèves vraiment un point intéressant et je pense qu'on pourrait en discuter plus longtemps. Ouais. Mais là, on sent vraiment. Mais c'est très intéressant ce que tu soulèves et à mon avis, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que ça mériterait un gros plan dans un podcast spécial, trêve notamment, pourquoi pas. C'est vrai que on peut en discuter des heures de ce genre de points, ouais. Mais ça fera l'objet, là, voilà. Tu nous as donné l'idée d'un prochain podcast, Lionel, merci. De rien. On va se quitter là, on va conclure ce soir. Merci aux auditeurs de Paris et de Navarre de nous avoir écoutés jusqu'au bout, notamment une petite dédicace à notre auditeur supporter de Marseille qui nous a écrit sur YouTube pour dire qu'il nous suivait. Et bonne fin de semaine à tous dans cette trêve internationale. Olivier, bon match de l'équipe de France vendredi.
Heureusement qu'il y a Dédé pour me réconcilier avec le foot. C'est dire s'il faut être déprimé. Drayas, bonsoir et bonne semaine sans foot, j'imagine. Heureusement qu'il y a la dèche pour me permettre de ne pas regarder de foot. Et je tiens à dire pour notre charmant supporter marseillais qui a fait des commentaires vraiment dithyrambiques que c'est grâce à lui que je n'ai pas prononcé une seule fois le mot rat de ce podcast. Et bien voilà. Et Lionel, je ne sais pas si tu vas regarder les matchs internationaux. Ça fait, mis à part la Coupe du Monde, ça fait longtemps que je ne regarde plus trop les matchs d'équipe de France. Déjà, on se coltine souvent des purges, alors si... Là, les matchs de trêve, je m'évite. Tu viens de te casser d'Olivier, là. Olivier, t'aimais bien, c'est fini. Lionel, la dèche est bandante. Chaque cuirasse a son défaut. La dèche est bandante, quoi. Il n'y a pas à dire, quoi. Au moins, lui, il a la culture de la gagne, tu vois. Il ne va pas dire que c'est un accident. Ah, ça, ouais. Mais c'est à peu près la seule chose qu'il est. Ça suffit au foot. Hein. C'est très bien sous un mois, mais sous une saison complète, je ne sais pas si je pourrais supporter. Eh bien, moi, si je regarde un match, ce sera certainement pas celui de l'équipe de France. On verra. Bonsoir à tous et ciao tout le monde et au prochain. Ok. Bonne soirée.